Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'INGENIERIE patrimonial des PME. Logique juridique. Collection dirigée par Gérard Marcoux. Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de société. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. À l'inverse de cette tendance, la collection logique juridique des éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernière parution. Charles-Édouard Delvalez, Le juge administratif et la primauté du droit communautaire, 2011. Geneviève Koubi, Guillaume Lefloc et Gilles Guglielmi, sous la dire de « La notion de continuité ». Des faits au droit, 2011. Mohammad Jalali, La question de la décentralisation en droit iranien, 2011. Joseph Pierre Effa, La responsabilité pénale des ministres sous la Ve République, 2011. Catherine Meimonnnisembaum, Nicolas Mzeimonnnisembaum, Étienne Grondard, Guide de l'indemnisation. Juridique médical Socia. Deuxième édition 2010. Iris Nguyenduy, La souveraineté du Parlement britannique, 2010. Manfred Liebel, en colle avec Pierrine Robin et Yvonne Saadi, Enfants, droits et citoyenneté. Faire émerger la perspective des enfants sur leurs droits, 2010. Alexia Boyeugencourt, La désobéissance politique, 2010. Xavier Biwa et Fabrice Hourquebieadir, Constitution, justice et démocratie, acte de la journée d'études de Toulouse du 2 octobre 2009-2010. Richard Godet. L'INGENIERIE patrimonial des PME. L'Harmattan. Du même auteur. Contrôle fiscal. Les vices de procédure, L'Harmattan 2008. Être patron aujourd'hui en France, L'Harmattan 2005. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 55 334 7. EAN 9 782 296 553 347. Les petites et moyennes entreprises représentent un élément économique vital du tissu économique français. Mais qu'est-ce qu'une PME ? Selon l'INSEE, il s'agit des entreprises qui emploient moins de 250 personnes, réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou ont un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Cette catégorie d'entreprises est définie par le décret d'application 2008 à 1354, de l'article 51 de la loi de modernisation de l'économie, ainsi que par les critères communautaires. Mais à l'intérieur de cette catégorie, les situations sont très variables. Quoi de commun entre une entreprise du bâtiment qui emploie 5 personnes et celle qui réalise 35 millions de chiffre d'affaires avec 50 personnes ? Pourtant, toutes seront un jour ou l'autre confrontées à une problématique ou à un choix juridique et fiscal. Celui-ci commence dès la création. Quelle forme juridique choisir ? Il s'étoffe avec la présence des associés. Quel rôle assigner à chacun ? Puis avec la nature des activités,
Doit-on concentrer plusieurs activités au sein d'une même structure, et la présence du personnel, son statut et des actifs, comment les financer? Alors que pendant longtemps, les PME étaient les parents pauvres de la stratégie juridique et fiscale, la situation change avec l'arrivée d'acteurs puissants. De plus en plus de groupes cotés ou de fonds d'investissement s'intéressent à ces structures légères, dont certaines dégagent des rentabilités remarquables. Le dirigeant de PME n'est pas en reste. Son entreprise représente souvent le bien le plus important qu'il possède. Il est donc normal qu'il s'adapte et fasse évoluer son outil, afin de le pérenniser. Il est également normal qu'il cherche à en tirer profit, d'une part, en appréhendant la rémunération de son travail, d'autre part, en utilisant les leviers financiers dont il ne dispose pas personnellement et qui peuvent lui permettre d'accroître son patrimoine. Il est difficile aujourd'hui de parler d'entreprise sans parler de société. La recherche du gain n'incline pas en effet les entrepreneurs à exposer pour autant leurs responsabilités et leur patrimoine. Même si des progrès ont été réalisés en faveur des entrepreneurs individuels, déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, institution de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, la structure sociétaire est la seule qui permette de créer une parfaite étanchéité entre la gestion des intérêts privés et la gestion de l'intérêt social. Elle est celle par laquelle la répartition du capital et la gouvernance peuvent être élargies ou rétrécies, sans créer d'incidences fâcheuses sur les actifs de l'entreprise qui demeurent une propriété indivisible. Cette notion d'indivisibilité rejoint celle de pérennité, et elle est essentielle dans la conduite des affaires. C'est ce qui fait parfois défaut aux professions libérales, dont l'activité demeure concentrée sur la personne du praticien. L'article 1832 du Code civil définit l'objectif sociétaire comme celui de partager un bénéfice, ou de profiter d'une économie. Mais cette définition est évidemment très générique. Il n'existe pas un bénéfice mais des bénéfices. Tout au long de son existence, la société peut procurer un revenu de travail, lequel peut être appréhendé sous plusieurs formes, salaire et assimilé, redevance, loyer. Elle peut également procurer un revenu de capital, soit périodique, dividende, soit épisodique, plus-value. Pour optimiser les flux, accroître sa profitabilité et dégager de la richesse, l'entreprise doit être attentive à son environnement interne et externe. En interne, elle va tout à la fois chercher à rationaliser ses charges, accroître ou au moins maintenir ses investissements. En externe, elle sera sensible aux parts de marché à prendre, aux opportunités d'investissement dans le rachat d'autres entreprises. Toutes ces opérations se matérialisent par des opérations juridiques: fusion, filialisation, acquisition, transformation. Mais nous savons bien aussi qu'elles éveillent l'attention du fisc et d'ailleurs, les opérations patrimoniales, prises dans leur ensemble, sont au nombre de celles qui, avec le non-respect des obligations déclaratives et la détection de ratios anormaux, sont à l'origine de la sélection des dossiers d'entreprise pour un contrôle fiscal. C'est pourquoi en amont d'une opération patrimoniale importante, une démarche d'audit s'impose. Le présent ouvrage n'est pas un traité d'audit fiscal, pas plus qu'il ne recense de façon exhaustive toutes les opportunités d'investissement et de défiscalisation. Il est le fruit de 22 années d'expérience d'un praticien confronté aux problématiques et aux souhaits des dirigeants de PME-PMI. Il aborde les thématiques les plus courantes de la vie de ces structures et propose des solutions décrites dans leurs grandes lignes, afin de guider les décideurs et leurs conseils dans la voie d'une opération patrimoniale réussie. Chapitre 1 : Les audits préalables à une opération patrimoniale. 1. La vérification des comptes de bilan. Le capital social. Plusieurs opérations sur capital sont susceptibles d'être contrôlées par l'administration. Il en est ainsi des augmentations de capital qui peuvent dans certains cas être requalifiées en donations indirectes. Il en est ainsi lorsque la prime d'émission est jugée insuffisante. La prime d'émission correspond à la différence entre la valeur réelle de l'action et sa valeur nominale. Exemple: une société a un capital de 100 000 € divisé en 1000 parts de 100 € chacune. Ses capitaux propres s'élèvent à 400 000 €, mais la valeur réelle de la société peut être estimée à 1 500 000 €. Les associés en place décident de faire entrer un nouvel associé par voie d'augmentation de capital.
L'apport du nouvel associé est de 200 000 €. En principe, la valeur de la part est de 1 500 €, 1 500 000 €. Le nouvel associé devrait donc recevoir 133 parts nouvelles, 200 000 €, 1 500 €, correspondant à une part du capital de 13 300 €, 133 x 100 €, et verser le solde de son apport en prime d'émission, soit 186 700 €, sur laquelle les associés anciens et nouveaux auront des droits identiques. Si les associés décident de calculer le nombre de parts nouvellement émises ainsi que la prime d'émission non pas en fonction de la valeur réelle de la société, mais en fonction de ses capitaux propres, la valeur de la part est alors fixée à 400 €. Il en résulte que l'associé entrant deviendra propriétaire de 500 actions nouvelles, 200 000 €, 400 €, et que la prime d'émission créée sera de 150 000 €. Dans cet exemple, nous voyons que valorisé sur la base d'une valeur comptable ou sur la base d'une valeur réelle, le montant des capitaux propres ne change pas. Ceux-ci sont toujours majorés d'une somme de 200 000 €. Mais l'avantage procuré d'une part par la différence entre le capital obtenu par l'associé et la part qu'il aurait dû recevoir, soit 36 700 €, d'autre part par la différence entre la prime d'émission versée et celle qu'il aurait dû verser, 36 700 €, constitue une donation indirecte qui peut être assujettie au droit de donation pour le bénéficiaire. De façon plus générale, l'administration va vérifier non seulement le capital mais les capitaux propres. Elle va notamment s'assurer que la variation des capitaux propres n'est pas irrégulière. Ainsi en est-il de l'affectation de provisions directement à un poste de réserve, de l'imputation sur un poste de capitaux propres d'une provision qui aurait dû normalement obérer le résultat de l'exercice, de l'imputation directe d'une charge sur les capitaux propres, du prélèvement direct sur une prime de fusion ou d'apport en vue de la constitution d'une dépréciation du portefeuille titre apporté, d'une réduction de capital par la constitution d'une provision pour apurement des pertes d'exploitation en cours, ou par imputation de pertes de l'exercice en cours, de prélèvement sur les primes de fusion ou d'apport, en vue de ramener la valeur des biens apportés à la valeur comptable qu'ils avaient dans le bilan de la société absorbée ou apporteuse. Enfin, l'administration va reconstituer l'historique de la géographie du capital, en consultant les cessions de parts ou le registre des sociétés par action. Elle va s'assurer que les droits d'enregistrement et les plus-values ont été réglés suivant le cas par les cédants et les cessionnaires. Les réserves et le report à nouveau. L'attention des entreprises déficitaires ou des entreprises qui ont comptabilisé des déficits en report doit être accrue. En effet, toute restructuration constituant un changement d'activité ou une cession de bloc de contrôle emportant les conséquences d'une cessation d'entreprise, telle que l'absorption d'une société ou un apport partiel d'actifs, est susceptible de remettre en cause le droit au report des déficits fiscaux. À défaut d'être reporté en arrière, le déficit d'un exercice ne peut être imputé que sur des bénéfices ultérieurs. Le report déficitaire suppose néanmoins qu'il y ait identité d'exploitant, et que la nature de l'activité soit inchangée. Le 5 de l'article 221 du CGI prévoit en effet que le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. 4 cas doivent être distingués: l'interruption d'activité, l'accroissement ou l'adjonction d'activité, l'abandon d'activité, la filialisation d'activité. Interruption d'activité. Une interruption temporaire mais complète d'activité ne constitue pas une cessation d'entreprise. Le Conseil d'État a ainsi considéré que l'interruption pendant 30 mois d'une activité de fabrication et de vente de matériaux de construction, suivie de la vente de logements construits par l'entreprise, n'était pas un changement d'activité, solution très libérale, CE 7 mai 1980 numéro 16700 droit fiscal 1980 numéro 30 comme 1656. De même, pour le Conseil d'État, une société qui ferme son commerce de vêtements et qui reprend 3 ans plus tard un autre commerce non exclusif mais principalement de l'habillement dans une autre commune, ne change pas d'activité, CE 18 mai 2005 numéro 259 275 SARL Sophie B, droit fiscal 2005 numéro 48. Accroissement ou adjonction d'activité.
Selon l'administration, l'adjonction d'une activité nouvelle, par voie d'apport ou de création, n'est pas synonyme de changement d'activité. Instruction du 10 mars 2006 BOI 4 à 5-86. Ainsi, la diversification des activités ou leur adaptation économique par voie de fusion n'est plus proscrite. La fusion-absorption d'une société par une autre, exerçant le même objet, mais dont les recettes sont 5 fois inférieures, n'entraîne pas du point de vue fiscal la création d'une personne morale nouvelle, alors même que la dénomination de l'absorbante a changé. CE 21 mars 1986 numéro 53002 St Oriège. Droit fiscal 1986 numéro 31 comme 1446. L'adjonction d'une activité de fabrication à celle de distribution de matériels médicaux est possible, même si cette nouvelle activité devient prépondérante, dès lors que l'activité initiale n'est pas abandonnée. CA à Lyon, 28 décembre 2006, numéro 02 LY 02391 St Becton Dickinson et compagnie. Droit fiscal 2007, numéro 52 com. 1084. Abandon d'activité. L'abandon d'une activité marginale n'est généralement pas considéré comme un changement d'activité réelle. Certaines juridictions de fond considèrent que l'identité de marché et de client suffisent à regarder l'activité comme inchangée. Exemple, passage des apostrophes. Une activité de fabrication à une activité de commercialisation des mêmes produits et inversement. Pour des illustrations, CA Versailles, 9 janvier 2007, numéro 05 VE 00840 St Nokia France, droit fiscal 2007, numéro 9 com 232, CA à Lyon, 28 décembre 2006, numéro 02 LY 02391, St Becton Dickinson et compagnie précitée. Filialisation d'activité. Dans une affaire où une holding de participation financière avait modifié son objet social pour l'élargir à l'activité de commercialisation de matériaux de haute performance, utilisés comme isolant thermique, le Conseil d'État a validé la remise en cause des déficits fiscaux en report par L'. Administration, CE 10 juillet 2007, numéro 288 484 SARL final, droit fiscal 2008, numéro 4 com 82. Une opération inverse aboutit à la même conséquence, société opérationnelle devenant une simple holding par filialisation de son activité, CA à Lyon, 21 juin 2007, numéro 03 LI 01 753, S à compagnie financière Montrachet, droit fiscal 2008, numéro 7 com 174. Les subventions. En principe, les subventions font partie du résultat imposable de l'entreprise à la date à laquelle elles sont considérées comme acquises, c'est-à-dire à la date d'octroi de l'aide. Mais il existe des dérogations à ce principe de taxation. Ainsi en est-il des subventions indirectes entre deux sociétés fiscalement intégrées. Même lorsque l'administration apporte la preuve de l'existence d'un avantage anormal consenti par une filiale d'un groupe intégré à sa société mère, du fait de l'insuffisance de prix liée à la cession de titres d'une société, les dispositions de l'article 223b, ainsi que celles de l'article 46 quater au ZG de l'annexe 3 au CGI, font obstacle au redressement de la société qui a bénéficié de L', mais également aux résultats du groupe, CA à Lyon, 28 juin 2007 numéro 04 LI 00228 SAS Corpfi, droit fiscal 2008 numéro 17 com 289. En outre, s'agissant des subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne, l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public, pour la création ou l'acquisition d'une immobilisation, elles peuvent être imposées sur la durée d'amortissement de l'immobilisation en cause, art 42 septies du CGI. Mais attention, cette règle ne s'applique pas si la subvention est versée par une entreprise publique, dès lors qu'elle vise à valoriser la propre recherche de celle-ci et son savoir-faire. La jurisprudence considère dans ce cas que la subvention a le caractère de celle qui pourrait être versée dans des conditions identiques par une entreprise privée soumise aux conditions concurrentielles du marché. CA à Bordeaux, 4 novembre 2003, numéro 00 1499 St Corenso France. Droit fiscal 2004 numéro 26 com 580. Il faut également que la subvention soit affectée à une immobilisation. Tel n'est pas le cas d'une subvention versée aux salles de cinéma par le Centre national de la cinématographie,
et qui n'est pas affecté à l'amortissement exceptionnel d'immobilisation amortissable. CAA Nantes, 16 février 1999, numéro 96 à 727. Droit fiscal 1999, numéro 50 à 51, comme 911. La subvention peut prendre également la forme d'une cession, à un prix symbolique, d'une parcelle de terrain sur laquelle une entreprise édifie un bâtiment industriel ou commercial. La question se pose alors de savoir quelle est la valeur de la subvention, et quel régime d'imposition s'applique. Une juridiction de fond s'est prononcée sur cette question, en estimant que la valeur de la subvention est égale au prix d'acquisition du terrain par la commune et que son imposition doit suivre le régime d'amortissement constitué par l'objet même de la subvention, et non par les investissements industriels réalisés ultérieurement par elle. Entreprise, CAA Lyon, 28 novembre 2002, numéro 97 2470 S à AMI. Droit fiscal 2003, numéro 29, comme 551. Un terrain n'étant pas amortissable, la subvention est alors rapportée au bénéfice en 10 annuités égales et non sur la durée d'amortissement du bâtiment industriel. Les subventions font en outre l'objet d'une attention particulière de l'administration au regard de la TVA. Instruction 3CA 94 du 8 septembre 1994. S'agissant plus particulièrement des subventions publiques, l'administration vérifie si les sommes versées constituent la contrepartie d'une opération réalisée au profit de la partie versante. Si tel est le cas, les sommes versées constituent en réalité le prix payé pour un service rendu ou pour une vente, et la TVA est alors exigible. Dans la négative, les sommes versées peuvent néanmoins constituer le complément de prix d'une opération imposable et la TVA est alors également exigible. C'est ainsi que les subventions versées par l'État à une communauté urbaine, qui exploite un réseau d'assainissement, pour financer le raccordement à ce réseau de bâtiments lui appartenant, étant la condition pour que ces bâtiments bénéficient du raccordement, présentent ainsi un lien direct avec les prestations individualisées effectuées par la communauté urbaine et doivent être soumises à la TVA. En revanche, les subventions qu'une commune avait versées à cet établissement public ne sont pas assujetties à la TVA dès lors que la commune n'a bénéficié elle-même d'aucune prestation individualisée. En effet, la subvention était destinée à financer la réalisation d'un tronçon de collecteur permettant le branchement au réseau de certaines habitations situées sur le territoire de la commune, et dont il n'était ni établi ni même allégué Q'. Elles auraient été pour partie propriété de la commune ou auraient été mises à sa disposition. CE 29 octobre 2003, numéro 241 524 Communauté urbaine de Lyon. Droit fiscal 2004 numéro 18 à 19 comme 461. En matière de subvention publique, le critère d'assujettissement peut être recherché entre la subvention dite d'équilibre, non imposable, et la subvention d'exploitation imposable. C'est ainsi qu'une subvention d'équilibre versée par une ville à une société d'économie mixte destinée à couvrir les pertes de cette dernière, ne présente pas de lien direct avec l'activité de l'exploitant, et n'est pas imposable. CE, 18 septembre 1998, numéro 152 656, droit fiscal 1999, numéro 4 comme 68. En revanche, la subvention versée par une commune à une société d'économie mixte concessionnaire d'un service public destiné à compenser le déficit d'exploitation présente un lien direct rendant exigible l'imposition. CAA Nancy, 10 juin 1999, numéro 95-1182, droit fiscal numéro 50 à 51 comme 925. À son niveau, la Cour de justice des communautés européennes, CJCE, fait application d'un principe analogue en distinguant entre les subventions de soutien pour la satisfaction des besoins d'intérêt généraux ou d'un marché, et les subventions d'incitation permettant d'accroître la profitabilité d'un opérateur. C'est ainsi qu'elle distingue les subventions de production exonérées de TVA et les subventions à la commercialisation qui y sont assujetties. CJCE 15 juillet 2004 AFF C144-02 Commission C Allemagne, C381-01 Commission C Italie, C495-01 Commission C Finlande, C463-02 Commission C Suède, droit fiscal 2004 numéro 42 comme 770. Les provisions. Les provisions pour risques et charges.
Le caractère récurrent des litiges fiscaux concernant les provisions pour risques et charges concerne la probabilité de la perte à la clôture de l'exercice. En effet, une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et Q'. Elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Les provisions pour charges ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges. Il en résulte qu'une provision pour perte ne peut être déduite que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées, CE 13 juillet 2007 numéro 289233 et 289261 ST Groupe Volkswagen France, droit fiscal 2008 numéro 3 comme 67. S'agissant de la prise en compte des bons de réduction offerts aux clients, la jurisprudence est plutôt favorable et admet une évaluation statistique du taux d'utilisation effective des bons de réduction par les consommateurs, appliqués aux bons attachés à tous les produits déjà vendus aux distributeurs mais non encore présentés au remboursement. En effet, si un bon de réduction n'est utilisable que pour l'achat d'un second produit, cette méthode de promotion favorise principalement, s'agissant d'un bien de consommation courante, l'achat du premier produit auquel le bon est attaché. De ce fait, la charge potentielle impliquée par l'utilisation du bon de réduction se rattache à la vente de ce premier produit par un lien suffisamment direct pour justifier qu'elle fasse l'objet d'une provision déductible à la clôture de L'. Exercice au cours duquel cette vente a été enregistrée, CE, de juin 2006 numéro 269 997 ST Levé Fabergé France, droit fiscal 2006 numéro 46 comme 720. En ce qui concerne les provisions pour risque, et dans le cas où l'entreprise, engagée dans un procès, a obtenu gain de cause en première instance, elle peut néanmoins constituer une provision si la partie adverse fait appel. En effet, dès lors que l'appel n'est pas dilatoire, il fait peser sur la partie qui a obtenu satisfaction en première instance un risque de restitution de la chose obtenue. Le Conseil d'État a même jugé qu'une société qui a obtenu gain de cause en première instance et en appel peut néanmoins constituer une provision en cas de pourvoi en cassation de la partie adverse. CE, 12 octobre 1992 SARL Garage Saint-Barthélemy, droit fiscal 1993 numéro 9 comme 409. Dans le cas des stocks, une provision pour risque ne doit pas être confondue avec une provision pour dépréciation, sous peine de perdre le bénéfice de sa déductibilité. Une entreprise ne peut ainsi anticiper de futures ventes à perte par le jeu d'une provision pour risque, si elle ne démontre pas le risque d'une véritable perte et non un simple manque à gagner. Si la provision porte sur des biens en stock, elle ne peut alors suivre que la forme d'une provision pour dépréciation. CA Bordeaux, 13 octobre 2005 numéro 01 17 09 ST de production et d'approvisionnement du plateau central, Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais, droit fiscal 2006 numéro 28 comme 503. S'agissant de travaux d'entretien et de réparation, l'absence de programmation ou de calendrier précisément arrêté pour leur réalisation n'interdit pas de les provisionner, dès lors Q'. Ils sont déterminés sur la base de devis précis, CE 27 juillet 2005 numéro 259 009 et 259 678 ST Michel Guérard Conseil, droit fiscal 2006 numéro 15 comme 325. Les provisions sur stock. Lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux présente, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation. Pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante. Art 38 A3 et 39 I 5 degrés du CGI. Ainsi,
Une société est fondée à constituer des provisions pour dépréciation de stock par application de pourcentages différenciés par catégorie globale de produits, à raison des fournitures acquises pour la fabrication d'articles au cours de saisons antérieures, et qui, en raison des impératifs de commercialisation ou de fabrication, n'ont plus vocation à être utilisées dans le cadre de ces fabrications et ne peuvent qu'être cédées à des soldeurs, dès lors qu'elle établit que les ventes Q'. Elle réalise auprès de soldeurs le sont à des prix en moyenne inférieurs aux décotes sur la base desquelles des provisions ont été constituées. CA à Lyon, 29 juin 2006, numéro 00li 02 147, SA Le Gaillard. Droit fiscal 2007, numéro 8 comme 203. Le caractère probable d'une perte alléguée peut notamment résulter de la production d'éléments statistiques internes à l'entreprise. Ainsi, une société qui a constitué une provision pour risque de mévente de semences justifie le caractère probable de la perte alléguée par l'obsolescence rapide des stocks de semences agricoles non vendues dans l'année de leur production, du fait notamment de l'apparition de variétés nouvelles plus performantes, en produisant en particulier des statistiques issues des données comptables de L'. Entreprise est fondée sur les courbes des ventes des variétés de semences en cause durant une période de 15 ans, faisant apparaître un taux de décroissance annuel moyen compris entre 20% et 30% dans les 5 années suivant la production. CE 21 décembre 2007, numéro 288099, SA de production et D'. Approvisionnement du plateau central Rouergue-Auvergne-Gévaudan-Tarnais. Droit fiscal 2008, numéro 15 comme 254. Les provisions pour dépréciation des comptes clients. La provision pour dépréciation d'un compte client n'est pas forcément totale et peut n'être que partielle. Cette faculté d'utilisation partielle d'une provision à la clôture d'un exercice donné peut justifier une augmentation du montant de la provision lors d'exercices ultérieurs. CE 5 mars 1975 numéro 89791 RJF 1975 page 178. Mais encore faut-il qu'un événement nouveau justifie de porter la provision à 100%. CE 7 février 2007 numéro 279588 Stéveil Besançon. Droit fiscal 2007 numéro 12 comme 317. L'entreprise doit donc faire attention à ce qu'une provision partielle, qui aurait justifié une provision totale, ne se retourne pas par la suite contre elle en cas de dotation intégrale ultérieure. Concernant le cadre plus général des provisions pour dépréciation de créances, une telle provision s'apprécie notamment au regard de la notion d'acte anormal de gestion, surtout en présence d'avances entre sociétés d'un même groupe ou de celles ayant vocation à appartenir à un même groupe. C'est ainsi que l'octroi d'avance par une société à une autre entreprise dont elle envisage de prendre le contrôle ne constitue pas un acte anormal de gestion, même si cette dernière a été mise quelques mois plus tard en liquidation judiciaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances dans lesquelles cet avantage financier a été décidé. Par suite, la provision constituée par la société ayant consenti les avances est déductible de ses résultats. CA Nancy, 14 décembre 2006, numéro 03 NC 001 172 SA Transac. Droit fiscal 2007, numéro 16 comme 436. D'une façon plus générale, les provisions constituées pour faire face au non-remboursement de créances détenues par une entreprise ne relèvent d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en constituant de telles créances, L'. Entreprise a agi dans son propre intérêt. CE 30 septembre 2005 numéro 257882 ST Euromarketing Service. Droit fiscal 2006 numéro 19 comme 385. Les provisions pour dépréciation de titres de participation. L'article 25 de la loi de finances pour 2006 a rendu non déductibles les provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement à hauteur du montant des plus-values latentes existantes à la clôture de l'exercice sur ces mêmes biens. Une instruction fiscale du 22 mars 2007, BOI 4e 107, est venue commenter ce dispositif. Sont considérées comme titres de participation les participations détenues dans des sociétés dans lesquelles l'entreprise propriétaire exerce une influence notable ou détient la majorité des droits financiers ou des droits de vote. Il s'agit également des participations dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €. Sont considérés comme immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle,
commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Les dotations aux provisions comptabilisées à la clôture de l'exercice, au titre de la dépréciation des titres de participation, ne sont pas admises en déduction à hauteur du montant des plus-values latentes existant par ailleurs à la clôture du même exercice et afférentes aux titres de participation non provisionnés. Les plus-values latentes s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle des titres de participation et leur prix de revient corrigé des plus ou moins values en sursis d'imposition. Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation. Exemple, soit une entreprise A qui détient en portefeuille 3 catégories de titres de participation figurant à l'actif du bilan pour la valeur d'origine suivante. Titre X 100 titres acquis moyennant un prix unitaire de 10 €. Titre Y 100 titres acquis moyennant un prix unitaire de 25 €. Titre Z 100 titres acquis moyennant un prix unitaire de 12 €. À la clôture de l'exercice N, la valeur estimative des titres de participation est la suivante. Titre X valeur unitaire d'inventaire 10 €, 1000 €. Titre Y valeur unitaire d'inventaire 30 €, 3000 €. Titre Z valeur unitaire d'inventaire 4 €, 400 €. Une provision pour dépréciation des titres Z est dotée pour un montant de 800 €, 1200 €, 400 €. À la clôture de l'exercice N+1, la valeur estimative des titres de participation est la suivante. Titre X valeur unitaire d'inventaire 7,50 €, 750 €. Titre Y valeur unitaire d'inventaire 31 €, 3100 €. Titre Z valeur unitaire d'inventaire 4 €, 400 €. Une provision pour dépréciation des titres X est dotée pour un montant de 250 €, 1000 €, 750 €. Solution. À la clôture de l'exercice N, il existe une plus-value latente de 500 €, 3000 €, 2500 € afférente au titre Y. Sur le plan fiscal, la provision sur les titres Z n'est pas déductible à hauteur du montant de la plus-value latente, soit 500 €. Elle est déductible pour le surplus, soit 300 €. À la clôture de l'exercice N+1, il existe une plus-value latente de 600 €, 3100 €, 2500 € afférente au titre Y. Pour l'application du dispositif de plafonnement et pour éviter de prendre en compte deux fois la plus-value latente, celle-ci doit être minorée du montant de provision non admise en déduction antérieurement et non encore rapportée au résultat, soit 500 €. En définitive, la plus-value latente à retenir pour l'application du dispositif est de 100 €. Par conséquent, à la clôture de l'exercice N+1, la provision sur les titres X de 250 € n'est pas déductible à hauteur de 100 € et déductible pour le surplus, soit 150 €. Pour les immeubles de placement, le raisonnement est le même. Exemple, soit une entreprise qui détient 3 immeubles de placement figurant à l'actif du bilan pour la valeur d'origine non réévaluée suivante. Immeuble 1, 2 millions d'euros. Immeuble 2, 4 500 000 €. Immeuble 3, 3 200 000 €. À la clôture de l'exercice N, la valeur estimative de ces immeubles est la suivante. Immeuble 1, 2 300 000 €. Immeuble 2, 4 millions d'euros. Immeuble 3, 3 200 000 €. Une provision pour dépréciation de l'immeuble 2 est dotée pour un montant de 500 000 €, 4 500 000 €, 4 millions d'euros. À la clôture de l'exercice N+1, la valeur estimative de ces immeubles est la suivante. Immeuble 1, 2 500 000 €. Immeuble 2, 4 millions d'euros. Immeuble 3, 2 900 000 €. Une provision pour dépréciation de l'immeuble 3 est dotée pour un montant de 300 000 €, 3 200 000 €, 2 900 000 €. Solution. À la clôture de l'exercice N, il existe une plus-value latente de 300 000 €, 2 300 000 €, 2 millions d'euros afférente à l'immeuble 1. Sur le plan fiscal,
la dotation aux provisions égale à 500 000 euros. Afférente à la dépréciation de l'immeuble 2 n'est pas déductible à hauteur du montant de la plus-value latente, soit 300 000 euros. Elle est déductible pour le surplus, soit 200 000 euros. À la clôture de l'exercice N+1, il existe une plus-value latente de 500 000 euros, 2 500 000 euros, 2 millions d'euros afférente à l'immeuble 1. Pour l'application du dispositif de plafonnement, cette plus-value latente doit être minorée du montant de provisions non admises en déduction antérieurement et non encore rapportées au résultat, soit 300 000 euros. En définitive, la plus-value latente à retenir pour l'application du dispositif de plafonnement à la clôture de l'exercice N+1 est de 200 000 euros. Par conséquent, à la clôture de l'exercice N+1, la provision de 300 000 euros afférente à la dépréciation de l'immeuble 3 n'est pas déductible à hauteur de 200 000 euros et déductible pour le surplus, soit 100 000 euros. Le montant de provision non admise en déduction au titre de l'exercice est un montant global correspondant au montant des plus-values latentes existant à la clôture de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement, sans considération de la part respective de plus-value latente afférente à chaque immeuble de placement. Aucune affectation n'est donc nécessaire. Certaines opérations de recapitalisation peuvent également justifier la constatation d'une provision pour dépréciation de titres. Ainsi en est-il de la réduction à zéro du capital d'une filiale, sous la condition suspensive de la réalisation d'une augmentation de capital. Dans le cas où la société mère détient pratiquement l'intégralité du capital, la jurisprudence considère en effet qu'une telle opération ne retire pas d'une manière certaine et définitive à la participation de la société actionnaire une valeur égale au prix de revient des titres qu'elle détenait antérieurement à la réduction de capital, et qu'elle ne dégage donc pas une moins-value à court terme. Cette situation autorise seulement la société actionnaire à constituer une provision à due concurrence, CA Paris, 16 mars 2006 numéro 03 PA 00 255 SA Cogefal, droit fiscal 2006 numéro 51 comme 804. Lorsque la participation est détenue par l'entreprise dans une société de personnes, il ne lui est pas possible de constituer une provision pour dépréciation lorsque cette dépréciation est liée au résultat d'exploitation déficitaire de cette société. En effet, dans cette situation, elle peut déjà imputer sur ses propres résultats sa quote-part dans les résultats déficitaires de la société de personnes. Il en va ainsi dans le cas où une société de personnes ayant une activité immobilière réalise une moins-value au titre de la cession de tout ou partie de ses actifs. Dans l'hypothèse où une entreprise détiendrait les titres de cette société, cette moins-value ne pourrait pas justifier une provision pour dépréciation de la valeur de la participation, mais pourrait seulement être imputée à hauteur de la quote-part revenant à l'entreprise associée sur les résultats de cette dernière. Mais selon l'administration, il demeure possible de constituer une provision pour dépréciation de ces titres à la condition que la diminution de la valeur de la participation résulte de circonstances étrangères à l'exploitation proprement dite. Rep. Mine numéro 82 566 à Monsieur Leroy, Johan Q. 28 novembre 2006, page 12 452. Les emprunts. L'administration fiscale va d'abord chercher à déterminer si une dette n'est pas atteinte par la prescription. Il peut s'agir d'une dette fiscale, TVA par exemple, ou d'une dette commerciale qui serait atteinte par la prescription décennale de l'article L110A4 du Code de commerce. Dans ce cas, le juge de l'impôt considère que la dette n'a plus à figurer au passif du bilan et doit être réintégrée dans le bénéfice imposable. CA Bordeaux, 13 octobre 2005, numéro 01 26 99, Monsieur et Madame Pascal Dodo. Droit fiscal 2006, numéro 28, comme 500. S'agissant plus spécifiquement d'une dette de TVA, l'entreprise qui a omis de déclarer de la TVA au cours d'un exercice ne peut inscrire cette taxe au passif de son bilan en tant que dette envers le Trésor. En effet, le droit qui est ouvert à un contribuable ayant fait l'objet de redressement en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA de déduire la TVA rappelée de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, mécanisme dit de la cascade, ne saurait aboutir à ce que le redevable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la TVA,
dès lors que si la TVA est régulièrement déclarée, les écritures des apostrophes actifs et de passifs se contrebalancent. CE 16 mars 2001 numéro 202 143, S. à Césac. Droit fiscal 2001 numéro 29 comme 686. S'agissant des aides consenties à l'entreprise par des membres de la famille du dirigeant, il est rappelé que la présomption de prêt familial ne joue pas, qu'il s'agisse d'une entreprise individuelle ou des apostrophes une société, et la dette en cause est donc réintégrable dans les bénéfices. CE 20 novembre 2000 numéro 212 097 Monsieur Buffin. Droit fiscal 2001 numéro 25 comme 563. Il est donc impératif d'établir un contrat de prêt en bonne et due forme et de le faire enregistrer pour lui donner date certaine. Mais même dans ce cas et si le débiteur est une société commerciale, il n'est pas exclu que l'administration rejette la dette au motif que le créancier ne posséderait pas au moins 5% du capital de la société, en contravention avec les dispositions des articles L311A1 et suivants du Code monétaire et financier. Il est alors préférable que le prêt soit consenti au dirigeant personnellement, ce qui fait jouer la présomption de prêt familial, et que celui-ci mette les fonds à la disposition de son entreprise. Enfin, si la créance d'un associé sur une société est transmise à un autre associé ou à un tiers au moyen d'une cession de créance, il est impératif de respecter le formalisme de l'article 1690 du Code civil, signification par huissier à la société débitrice. À défaut, la dette est considérée comme éteinte et fait naître un profit imposable. Talil, 4 février 1999 numéro 95 49 49 S. à First National Robert Léonard Europe. Droit fiscal 1999 numéro 45 comme 822. Les immobilisations incorporelles. Le débat récurrent est de savoir si une immobilisation incorporelle peut être amortie, ou si elle doit être comptabilisée en charge. Pour tenter de répondre à cette question, il faut d'abord définir ce qu'est une immobilisation incorporelle. Selon l'article 200... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.